Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel Vernochet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous, Raphaël. Alors, nous avons souhaité t'interviewer aujourd'hui par Skype à propos de l'Iran et à propos de l'accord sur le nucléaire qui a été trouvé hier à Lausanne, entre les 5+1, comme on dit. Alors, avant de parler de cet accord, je vais te représenter brièvement aux internautes qui ne te connaîtraient pas encore. Donc, tu es écrivain, journaliste, géopoliticien. Tu as écrit un livre qui s'intitule « Iran, la destruction nécessaire », sorti aux éditions Xenia. Et bien sûr, tu as suivi de très près les négociations internationales sur le programme nucléaire iranien. Si je me suis pas trompé ? Non, pas tout à fait. Enfin, suivi de très près, non, suivi tout court, parce que les enjeux sont considérables. Ce sont des enjeux de, je dirais pas de paix mondiale, mais en tout cas d'équilibre régional, de retour à un certain équilibre. Mais les enjeux sont aussi cachés, sont tout à fait complexes, multiples. Et donc, tout homme normalement constitué devrait s'intéresser à cela plus encore qu'aux péripéties post-électorales ou post-électorales françaises. Alors, Jean-Michel Vernochet, est-ce que tu peux nous préciser quels sont ces 5 pays plus 1, ce fameux 5+1 dont on entend parler tout le temps ? C'est simple, ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir, on va mettre en tête la puissance hégémonique, les États-Unis, puis sa grande sœur, la Grande-Bretagne, enfin plutôt le Royaume-Uni, la Russie, ex-Union soviétique, la Chine et la France, qui sont les grandes puissances nucléaires fondatrices. Et par ailleurs, l'Allemagne, qui est une des premières puissances économiques mondiales. Voilà. D'accord. Le plus 1, c'est l'Allemagne. Alors, donc, il y a eu ces négociations ont été engagées de longue date, parce qu'il y a eu d'abord un volet de sanctions qui a été décidé de manière unilatérale par les États-Unis, puis par l'Union européenne et l'ONU. Et maintenant, donc, ça fait de nombreuses années qu'il y a ces négociations. Il y a un pays qui trépigne, qui n'est pas content qu'il y ait ces négociations. On peut le nommer, je crois que c'est Israël. Ça n'aura échappé à peu d'observateurs. Est-ce que Israël n'a pas encore réagi, mais on peut prévoir dès à présent sa réaction ici ? Ils ont déjà réagi. M. Netanyahou pousse des cris de putois. Putois, c'est un mot qui est souvent utilisé par les Américains, notamment pour désigner la France, comme en 2003. Donc, il pousse des cris de putois, expression française, en disant et en annonçant déjà ubi et torbi que cet accord cadre, parce que ce n'est pas un accord définitif, cet accord cadre capotera et qu'il le fera capoter. Et à mon avis, il devrait normalement y parvenir. D'accord. Ah oui. Tu penses qu'ils vont y parvenir ? Pour quelle raison ? J'étais à un moment donné relativement optimiste parce que je sais, de toute façon nous le savons, que à la fois les Iraniens et les Américains souhaitaient trouver un accord, le meilleur bon accord possible, en faisant le juste nécessaire de compromis, de concession plutôt que de compromis. On n'est pas arrivé à un accord, donc il ne fallait pas perdre la face. C'est pourquoi on a défini un accord cadre, mais on s'est séparé finalement, non pas sur un échec définitif, mais sur une amorce d'échec. En tout cas, ça m'étonnerait que cet essai puisse véritablement être transformé dans les mois qui viennent. D'accord, alors, c'est mon sentiment. Ceci dit, quel était le contenu de cet accord de Lausanne ? Je crois que ça concernait le nombre de centrifugeuses Oui, l'enrichissement essentiellement, c'est un dossier complexe dans lequel on ne va pas plonger. Toujours est-il qu'un bon point pour les Iraniens, enfin on leur a reconnu le droit absolu et incontestable de développer une industrie nucléaire civile. Mais on ne voit pas en quoi ils n'auraient pas eu le droit, puisque l'Iran a ratifié le traité de non-prolifération qui justement l'autorise
à cette industrie nucléaire civile. Mais c'est un droit qui apparemment était tout à fait contesté. Maintenant, la question de l'armement ou du développement éventuel d'une arme nucléaire n'est pas tout à fait réglée, mais devrait être réglée. Je crois que l'Iran a accepté, je dis je crois parce que c'est sous réserve, encore une fois je n'ai pas plongé au cœur du dossier, que finalement l'Iran a accepté d'être mis sous tutelle pour une quinzaine d'années. Les Iraniens réclamaient 10, c'est-à-dire un contrôle continu qui va durer 15 ans, qui généralement est assez intrusif. Dans les équipes de l'AIEA, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui sera chargée de contrôler, de vérifier, de surveiller les installations nucléaires iraniennes. On sait très bien que s'infiltrent toujours un certain nombre d'agents des services de renseignement, tant américains qu'israéliens. On en avait déjà vu le cas en Irak lorsqu'il était question de recherche des armes de destruction massive, avant la chute du régime baathiste piloté par Saddam Hussein. Et il y a un exemple célèbre d'un agent qui s'appelle Scott, de cette commission de désarmement. Il vient d'avoir un petit... À un moment donné, mangé le morceau. Il vient d'avoir un petit problème sur la connexion Skype. Est-ce que tu peux redire juste les 15 dernières secondes de ta phrase, la fin de ta phrase? Alors, les dernières 15 secondes de ma phrase, c'est que l'on est à peu près sûr que cet instrument de surveillance, de contrôle, normalement missionné par les Nations Unies, sera un instrument véritablement disons le mot, lâchons le mot, d'espionnage, comme c'était le cas lors des fameuses commissions des Nations Unies pour la recherche d'armes de destruction massive, nucléaires, NBC, c'est-à-dire nucléaires, bactériologiques et chimiques, du temps de Saddam Hussein. Et il y avait un célèbre agent, Scott Ritter, qui avait mangé le morceau, disant d'ailleurs, c'est un homme qui avait annoncé que les Américains quitteraient, avant même le début de la guerre, quitteraient l'Irak, la queue entre les jambes, et ça n'a pas manqué. Très bien. Alors, donc tu en as compris que tu étais pessimiste sur la portée et la validité de cet accord, et surtout que d'après toi, ce sera une porte ouverte s'il y a des agents de contrôle de l'AIEA pour qu'il y ait des espions. C'est une porte ouverte. Non, mais ça, c'est même sur la longue durée. Admettons que l'accord soit finalisé, c'est le côté intrusif et même infestif peut se développer au-delà des 6 mois qui viennent, pendant lesquels l'Iran va devoir faire preuve de sa bonne volonté. Mais il faut bien comprendre qu'encore une fois, ni le président Rouhani, ni le président Obama et leurs équipes ne pouvaient véritablement perdre la face. Les pressions étaient très fortes pour faire capoter cette négociation qui aurait dû aboutir. Le président Rouhani, de son côté, joue certainement son avenir politique, même sa présence politique. En cas d'échec, ses adversaires auraient eu beau jeu de demander peut-être sa démission, de demander au guide suprême sa démission. En tout cas, sa position aurait été extrêmement inconfortable. Donc il avait tout intérêt, position très difficile, parce qu'il avait tout intérêt à trouver un accord, tout en ne concédant pas tout sur l'essentiel. Donc, on peut faire confiance d'ailleurs aux Iraniens qui sont de très fins négociateurs, de très durs négociateurs. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas une certaine continuité qui n'est pas forcément évidente vue d'ici, entre la politique de Mahmoud Ahmadinejad et celle du nouveau président iranien, dans le sens où Ahmadinejad aurait peut-être pu montrer entre guillemets les crocs, montrer les muscles pour dire voilà ce que nous dans les négociations, ce qu'on lâchera jamais, les prérequis pour nous. Et le nouveau président iranien qui, lui, est plus conciliant et dit « D'accord, maintenant on vous a montré ce sur quoi on serait intransigeant. Maintenant, voici ce sur quoi on est prêt à transiger et je suis là pour négocier avec vous. » C'est Rouhani qui a les clés du cockpit, si je puis dire. Mais Rouhani est un occidentaliste. Donc les Américains ont tout intérêt à garder un occidentaliste et à ne pas griller la carte qu'ils peuvent avoir au sein du régime iranien. Donc il fallait lui donner aussi un accord. Rouhani ne pouvait pas non plus aller trop loin dans les concessions.
De l'autre côté, Obama, qui est, on le sait, maintenant, le divorce est consommé avec le Congrès, et notamment avec avec le Sénat, la Chambre des sénateurs. Le divorce est consommé, mais je pense que l'équipe d'Obama a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus générale des stratégies à conduire. Ce qui n'est pas le cas du camp républicain et même démocrate, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a une gauche qui s'opposerait à une droite comme en France, et encore que, on voit bien d'ailleurs qu'il y a confusion des genres dans notre propre pays, c'est de plus en plus évident. Mais ces gens ont des visions beaucoup plus régionales parce que cette vision est dictée par proprement la stratégie israélienne. Je m'explique. L'Amérique fournit des milliards de dollars, oui, plusieurs milliards de dollars d'aide chaque année à Israël. Alors on nous dit qu'Israël réussit, que c'est la plus grande démocratie du tiers-monde, peut-être, à part l'Inde, réussit, mais parce qu'il y a une aide massive, constante, permanente de la part des États-Unis, et même une aide indirecte qui se chiffre en milliards de dollars à travers l'Égypte, puisque on achète la paix égyptienne, la stabilité égyptienne par cette aide. Et on ne va pas parler de rétrocommission, mais tous ces sénateurs et tous ces grands politiques américains bénéficient de la largesse de donateurs binationaux américains. Donc ce sont des sortes de rétro-concessions. En tout cas, ils sont rémunérés de leur fidélité à la politique pro-israélienne, puisqu'ils ont des subsides pour leur campagne électorale, ou des soutiens, également des soutiens politiques, le lobby. Là, aux États-Unis, on a le droit, il n'est pas interdit de parler de lobby juif, puisqu'il a pignon sur rue et qu'il s'affiche comme tel, et que le lobbying n'est pas quelque chose de honteux, n'est pas quelque chose de hypocritement caché. Donc, Monsieur Obama, lui, regarde du côté de l'Extrême-Orient, il regarde du côté de la stabilisation du Proche-Orient, également de sa grande politique et d'une politique d'isolement ou de containment plutôt du bloc eurasiatique. Et en signant des accords avec l'Iran, je te rends tout de suite la parole, mon cher Raphaël, en signant des accords avec l'Iran, il ne découple pas l'Iran de la Russie, mais sans faire basculer l'Iran dans le camp occidental, il neutralise d'une certaine façon l'Iran. Et donc, d'où l'intérêt et l'importance de trouver un accord. Alors justement, on en parlait en préparant cette interview. Il y a l'édito du Monde de ce matin, donc semble découvrir une nouvelle coalition entre le Congrès américain républicain, qui a la majorité républicaine actuellement, l'Arabie Saoudite et Israël. Donc on a déjà parlé un petit peu d'Israël, on a évoqué le cas des républicains. Qu'est-ce que ça t'inspire, donc cette coalition donc Ce qui m'inspire, c'est d'abord une réflexion sur la presse française. La presse française, comme à son habitude, découvre midi à 17h, quand c'est pas à 19h. Il est bien clair, on peut même parler d'une certaine façon, puisqu'il y a quand même des désaccords assez manifestes entre Washington et Riyad. On peut parler aujourd'hui d'un axe qui partirait de Paris en passant par Tel Aviv et irait jusqu'à Riyad, ou dans le sens inverse, il y a une sorte de triangulation. Et on a bien vu d'ailleurs à ce propos le rôle très négatif joué par M. Fabius dans ces négociations. M. Fabius exigeant, se montrant presque intransigeant, mais exigeant un accord robuste, comme s'il y avait des accords robustes. Avec une mauvaise foi, encore une fois, Monsieur Netanyahou nous chantant toujours le même hymne, à savoir que c'était le plus grand danger pour la menace pour Israël, pour la paix régionale, pour la paix mondiale. L'Iran, alors qu'on sait très bien que l'Iran n'est pas au bord d'avoir une arme nucléaire. Il lui faudra plusieurs années pour développer une arme, même s'il y avait tout le plutonium ou l'uranium enrichi nécessaire. Je croyais avoir vu un certain Benjamin Netanyahou à l'ONU montrer un dessin d'une bombe Tex Avery. Avec une bombe. Donc voilà, donc l'Iran mais c'est vrai que je le dis en le plaisantant, mais c'est vrai qu'on nous ressort depuis 12 ans que l'Iran va avoir la bombe dans 6 mois. Donc ça fait 10 ans que ce procès d'intention se poursuit. Alors, ne disons pas qu'il n'y a pas d'arrière-pensée chez les Iraniens. Sans doute, oui, pourquoi pas. Vous savez que les Japonais ont un système qui est très simple, c'est-à-dire qu'ils sont au bord d'avoir la bombe. Ils ne l'ont pas, mais ils pourraient l'assembler en 6 mois ou en tout cas en moins d'1 an. C'est-à-dire qu'ils ont les... De ce côté-là,
Mais vous remarquerez aussi comme moi que les gens qui ont adhéré à ce traité de non-prolifération sont l'objet de toutes les vindictes, de toutes les tracasseries, de tous les harcèlements, et que personne ne demande jamais de compte. D'ailleurs, c'est curieux, même les Iraniens n'osent pas le faire. Ouvertement, M. Ahmadinejad l'a peut-être fait, il l'a certainement fait, il l'a fait en son temps, de demander des comptes aussi à l'État israélien, de demander par exemple le désarmement total, la dénucléarisation totale du Proche-Orient. Oui, parce que je rappelle que effectivement Israël possède la bombe nucléaire. En plus, n'est pas signataire du TNP, du traité de non-prolifération. Ils n'ont pas de compte. C'est extravagant. Alors que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, j'ajouterais, puisqu'il faut toujours sempiternellement répéter les mêmes choses, que M. Chirac l'avait dit en son temps, même si l'Iran avait une ou deux bombes, que pourrait-il en faire? Ce serait purement des armes psychologiques qui lui permettraient, parce que l'Iran ne pourrait pas les utiliser, l'Iran serait vitrifié dans la seconde qui suit. C'est clair, c'est net, c'est sans équivoque, c'est sans discussion possible. Mais par contre, il serait beaucoup plus difficile d'attaquer l'Iran, parce que l'Iran pourrait avoir des moyens de rétorsion. Donc l'Iran pourrait se sanctuariser. Or, peut-être ce que l'on veut, c'est que l'Iran reste stable, et finalement ce que l'on cherche à travers cette méchante querelle sur le nucléaire iranien, ce ne sont pas des garanties pour la paix, ni pour la sécurité d'Israël, ça serait trop beau. On cherche simplement à mettre l'Iran sous tutelle, c'est à revenir à détruire l'Iran de façon métaphorique. C'était le titre de mon livre, c'est-à-dire le serpent, le boa mondialiste cherche à digérer l'Iran et à le refaire revenir dans le grand marché unique, à normaliser. C'est une normalisation de l'Iran. Et l'Iran a bien conscience de ce danger, ce pourquoi les discussions sont aussi âpres. Très bien. Jean-Michel Vernochet, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que donc, tu as sorti le livre Iran, la destruction nécessaire aux éditions Xenia. Une dernière toute petite question quand même. Donc, bien que tu sois... donc, d'après toi, il n'y aura pas de levée d'embargo à moyen ou à court terme alors? La levée d'embargo va être progressive, mais je pense... Enfin, je n'en sais rien, qu'elle n'interviendra certainement pas avant les 6 mois de probation et la signature d'un accord définitif. Nous sommes dans un accord cadre, et cet accord cadre, M. Netanyahou a annoncé la couleur, il fera tout son possible pour le faire sauter. Alors, sauf à ce qu'il y ait en France un changement, un remaniement ministériel, et par exemple, M. Védrine se met à remplacer M. Fabius, mais on peut penser que la position de la France, qui est aujourd'hui une position intransigeante et même une position négative, tout à fait négative, la position de la France ne changera pas. La France est dans le camp des méchants, et dans le camp du véritable axe de l'axe qui va à l'encontre d'un retour à la normale dans la région, et une région où les choses s'aggravent, on le voit avec le Yémen. Dans le camp de l'injustice. Alors, donc on a bien compris qu'en fait, finalement, il y a quand même un espoir que l'espoir n'est pas à exclure que l'embargo puisse être levé petit à petit à moyen terme. On ne peut pas exclure cet espoir, mais le chemin sera difficile. Il y a beaucoup d'hypothèques à lever, et comme vous l'avez souligné vous-même, tant qu'on aura M. Fabius en France, mais également le ministre des Affaires étrangères anglais, Royaume-Uni, qui est beaucoup plus discret, c'est M. Fabius qui est en pointe, mais parce que M. Fabius certainement brûle ses dernières ses dernières cartouches. C'est un homme qui, dit-on, est fatigué physiquement, qui veut terminer en beauté en donnant des gages de sa fidélité à cet axe israélo-américain qu'il a déjà tant servi. Donc les choses ne sont pas jouées, mais en ce qui me concerne, je crois que le temps joue contre M. Obama et contre le président Rouhani, et que malheureusement, le Congrès américain va accentuer cette guerre qui ne sera certainement plus une guerre d'usure, seulement d'usure contre le président Obama, et que les choses devraient s'accélérer dans les mois qui viennent, dans le mauvais sens. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclairages et ces explications. Merci Jean-Michel. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Thank you.